Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais effectivement essayer de vous présenter un lien a priori improbable entre la modélisation des mouvements de foule, du mouvement des foules, essentiellement en situation d'évacuation d'urgence, comme je vous le préciserai, et la théorie du transport optimal. Il s'agit de deux sujets, en fait, a priori, qui n'ont pas grand-chose à voir, qui sont tous les deux relativement récents. Enfin, pour le transport optimal, les problèmes initiaux remontent à Monge, à la fin du XVIIIe siècle, mais ça a connu une véritable activité, un renouveau d'activité dans les 20 dernières années, en gros, suite aux travaux notamment de Yann Brenier. Pour les mouvements de foule, c'est un petit peu pareil, dans un domaine complètement différent. C'est des choses qui ont été lancées il y a aussi une vingtaine d'années, un peu plus, et donc depuis quelques années, on utilise le transport optimal pour essayer de mieux comprendre comment peuvent se comporter les foules en situation d'urgence. Alors un avertissement peut-être, la présentation d'aujourd'hui qui sera sur transparent, alors que le reste sera sur tableau noir, et pas vraiment à l'image de ce qui suivra. En fait, les 6 heures de cours qui auront lieu demain et après-demain seront plutôt assez théoriques et constitueront essentiellement une introduction au transport optimal, plutôt sur les aspects théoriques, et en particulier en mettant l'accent bien entendu pour ce qui peut être utilisé pour modéliser les foules, comme on va le voir. Alors qu'aujourd'hui, je vais parler notamment au début de modélisation, mais je voudrais quand même que les choses soient claires, même si ça va être très modélisation dans les 20 premières minutes. Ici, la suite sera plutôt théorique. Et je vais commencer d'ailleurs par un transparent qui n'est pas un transparent de modélisation, qui est plutôt à l'image de ce qui suivra. En fait, la problématique à laquelle on va aboutir, même si c'est pas le lien avec les mouvements de foule n'est peut-être pas très clair ici, peut s'exprimer de la façon suivante. Je reviendrai évidemment sur ce problème par la suite. On va se donner, je préciserai quel est le sens de cette notion, une vitesse souhaitée. Donc on va se placer sur un domaine qui sera essentiellement une pièce comme celle-là. On va se donner une vitesse souhaitée, donc un champ de vitesse qui dépend de l'endroit où on est, qui essentiellement est la vitesse que souhaiterait avoir un individu qui est seul en X, qui souhaite évacuer par exemple au plus vite une salle, et s'il n'est pas gêné par les autres, donc en dehors d'interaction avec les autres. Et on va essayer de rajouter la prise en compte de la congestion dans ce système-là. Plus précisément, on va essayer d'écrire une équation de transport. Cette équation exprime simplement le fait que la vitesse U, le champ de vitesse petit u, ce n'est pas le grand U. Le petit u, le champ de vitesse réel, va transporter la densité de gens, ρ, correspond à la densité des gens en nombre de personnes par mètre carré, par exemple. Et on va vouloir rajouter la contrainte que cette densité ne peut pas dépasser une certaine valeur maximale. On verra que pour les gens, par exemple, on ne peut pas mettre plus que 5 ou 6 personnes au mètre carré. Je vais fixer cette valeur à 1 pour simplifier. Donc on va vouloir que ρ ne dépasse pas la valeur 1. Et pour ça, on a une manière très très simple de le faire, enfin très simple au moins à écrire au départ. C'est simplement de dire que la vitesse U, la vitesse effective de la population, va être la projection, dans un sens très classique, en sens L2, comme on le verra, de ce champ de vitesse souhaité sur quelque chose, sur un objet que j'ai noté ici, C indice ρ. Donc il y a un objet qui dépend de la configuration globale. L'idée c'est quoi? C'est que la vitesse U, typiquement, va être une vitesse qui va concentrer. Quand on a une sortie, tout le monde veut aller vers la même sortie. Donc c'est un champ qui va être à divergence strictement négative, qui va avoir tendance à augmenter la densité. Quand cette densité atteint 1, on atteint des valeurs, on risque de dépasser cette valeur limite. Et donc on va projeter cette vitesse en essayant de prendre la vitesse la plus proche de la vitesse souhaitée par l'ensemble de la population, qui ne conduisent pas à une violation de la contrainte. Donc exprimer avec les mains, si vous voulez, ce cône des vitesses admissibles, on verra que ça a effectivement la structure d'un cône, ça va être un ensemble de vitesses qui sont à divergence positive, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à décroître au sens large de la densité, là où la contrainte est déjà saturée. Alors je vais être un tout petit peu plus précis, on viendra évidemment sur ces notions-là. Donc c'est un problème qui peut sembler un petit peu technique, un petit peu anecdotique, mais on verra qu'il est beaucoup moins simple qu'il y paraît, et il conduit à introduire un certain nombre de notions qui peuvent être utilisées dans d'autres situations. Juste pour préciser ce que j'entends par ce cône des vitesses admissibles, on va juste écrire de façon duale le fait de ne pas dépasser, disons d'avoir une divergence qui est positive à l'endroit où ρ est égal à 1. Donc on va l'écrire en introduisant un multiplicateur de Lagrange. Je reviendrai en détail sur toutes ces notions. A priori, le cours ne nécessite pas de prérequis importants, que ce soit en transport optimal ou en optimisation, en analyse convexe. J'essaierai de redéfinir l'ensemble des notions que j'utiliserai. Donc on va l'écrire en utilisant, tout ça est basé sur la formule d'intégration par partie intégrale de divergence V fois une fonction test Q est égale à moins intégrale de V scalaire gradient Q, s'il ne se passe rien au bord. Et donc on va écrire de façon duale en prenant des champs
ce multiplicateur de Lagrange, un champ de pression qui vit au sein de la foule en quelque sorte. Un champ de pression qui est positif, c'est ce que j'ai écrit ici. On verra que la régularité naturelle, c'est une régularité de Sobolev de type H1. Et on va juste imposer que quand ρ est égal à 1, la pression est nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression entre les gens quand on n'est pas au niveau de la conjection. Donc il n'y aura pas d'interaction entre les gens quand les gens sont éloignés, disons, ne saturent pas la contrainte de congestion. Et ça, on pourra vérifier, je reviendrai là-dessus, que ça exprime de façon faible la contrainte que j'ai exprimée avec les mains. Et on a une formulation duale de ce problème. Pour ceux qui ont fait un peu de mécanique des fluides, on retrouve une problématique de type problème de Darcy avec une contrainte unilatérale. C'est assez bizarrement, c'est des équations qui sont très utilisées pour la modélisation de fluides dans les milieux poreux. Par exemple, pour le problème du stockage des déchets radioactifs, ces équations qui régissent le comportement d'un fluide dans un sol poreux. Voilà, et ce qu'on va essayer de faire, et vous verrez que ce n'est pas si naturel que ça, peut-être un mot quand même sur la difficulté de ce problème, c'est que la projection ici, elle est faite sur cet objet, ce cône admissible, dans un sens L2, donc a priori la régularité du champ ici, on ne peut pas la contrôler, c'est quelque chose qui va être potentiellement assez irrégulier. Or, il faut résoudre cette équation de transport avec ce champ régulier, il n'y a pas de théorème avec une régularité simplement L2 qui permet de définir de façon unique une solution à cette équation. D'autre part, C ρ, ce cône de vitesse admissible, dépend de façon très très singulière de ρ. Vous pouvez avoir une situation où la densité est quasiment saturée, vous êtes à 0,99 en densité, donc tout est permis, et puis tout d'un coup vous avez des zones un petit peu partout, il peut y en avoir une infinité de zones saturées qui apparaissent, et tout d'un coup le cône des vitesses admissibles qui était L2 tout entier quand il n'y avait pas de contrainte, vous voyez que si ρ est identiquement égal à 1, Q est forcément égal à 0, donc la contrainte en fait est nulle, il n'y a pas de contrainte, on peut tout faire. Et si ρ se met à être saturé à certains endroits, on va avoir tout d'un coup des contraintes qui vont en gros enlever des demi-espaces un petit peu partout. Et donc on a une dépendance très très non lisse de C ρ à partir de ρ, donc qui rend difficile l'étude de cette équation. Voilà, maintenant je repars très en arrière avec quelques remarques sur la modélisation de foule avec un petit peu de baratin, désolé, là on est loin des mathématiques, je voudrais resituer cette étude dans un cadre un peu général de la modélisation des mouvements de foule pour lesquels il existe un très grand nombre de modèles que je ne présenterai pas de façon exhaustive. Juste, je voudrais citer les 3 ingrédients qui vont servir de base à la constitution des modèles. Donc on va considérer ces foules comme une population alors qui va être décrite de façon microscopique en suivant individuellement les gens ou alors macroscopique à l'aide d'une densité comme je l'ai évoqué au transparent précédent, dont le mouvement va être régi par 3 types de facteurs essentiellement. Le premier type de facteur, ça va être une tendance individuelle, donc c'est ce que j'évoquais, c'est ce qui était encodé dans cette vitesse souhaitée tout à l'heure, c'est-à-dire comme individu seul, j'ai envie de faire ça a priori, s'il n'y avait personne d'autre, c'est ça que je ferais. Donc on privilégiera d'ailleurs la situation d'évacuation d'urgence dans laquelle cette notion de projet individuel est très claire. On cherche à sortir au plus vite d'une pièce, donc se diriger vers la sortie à la vitesse maximale qui est la sienne. Donc ça peut dépendre d'un certain nombre de facteurs, mais en gros, ce qui est important, c'est que c'est individuel. On a aussi des tendances sociales d'interaction entre individus qui peuvent être de type très très différents. Je dirais quelques mots sur les tendances de type répulsif qui sont liées au fait que, en particulier si on est au milieu d'étrangers, on ne souhaite pas avoir d'étrangers, j'entends des gens qu'on ne connaît pas, on ne souhaite pas avoir une distance trop petite, on ne souhaite pas rentrer en contact avec les gens, donc on va avoir des stratégies de contournement, par exemple des zones de forte densité. Ça peut être aussi attractif, on peut être, si on ne sait pas quoi faire, on voit des gens qui se dirigent vers un endroit, on va avoir tendance à les suivre, donc on a des forces qui peuvent être de nature attractive, on peut avoir des choses plus intelligentes de type tactique, etc. Je parlerai assez peu de ces stratégies potentielles de contournement d'obstacles, par exemple. Et puis des interactions directes, alors là, qui vont jouer un très grand rôle dans ce que je vais présenter, des interactions physiques qui sont d'une nature différente. C'est simplement, là on est plus proche de la physique standard, physique comme vous allez le voir des milieux granulaires, on va identifier les gens simplement à ce qu'ils sont disons d'un point de vue physique, pas comme entité active, mais plutôt comme entité passive, comme une entité qui occupe une certaine partie de l'espace. On ne peut pas avoir 2 personnes au même endroit, au même moment. Et donc si la tendance naturelle, en particulier les 2 premiers aspects, conduisent à ce qui est chevauchement entre individus, c'est quelque chose qui va être simplement interdit par les lois de la physique. On va avoir des forces de contact qui vont s'activer entre les personnes. Alors je voudrais commencer par quelques remarques sur les modèles
sociaux qui ne sont pas du tout au cœur de l'exposé, mais je voulais quand même resituer, parce que peut-être certains d'entre vous s'intéressent à la modélisation. Quand on veut faire de la vraie modélisation, c'est quand même ces choses-là qu'il faut intégrer dans les modèles, donc je vais commencer par ça. Donc d'abord sur ce qui est des modèles microscopiques, la situation typique que je vais considérer, c'est que j'ai des gens dans une pièce que je vais identifier, ici il y a des disques, ils seront rigides tout à l'heure. Pour l'instant, on peut les voir simplement comme des zones de l'espace qui peuvent éventuellement s'interpénétrer légèrement. Et modéliser, c'est être capable de se donner un champ de vitesse à chaque instant, donc qui va nous permettre de faire avancer d'un point de vue très concret, de réaliser une animation informatique, c'est-à-dire en discrétisant en temps, en coupant le temps en petits, disons en introduisant une subdivision de l'intervalle en temps considéré. Entre deux pas de temps, on va appliquer ce champ de vitesse, le réaliser, faire bouger les gens, avoir une nouvelle configuration et puis recommencer. Alors comment on peut écrire ce type de modèle? Donc, je parlais de la fin du siècle dernier. En fait, ces premiers modèles microscopiques ont été introduits par un physicien, ce qui peut expliquer d'ailleurs la forme qu'elles prennent. La situation est la suivante. Donc on a les individus, on les considère identifiés, on va s'intéresser uniquement à la position de leur centre. D'accord? Donc Q1, c'est la position à un certain instant de l'individu 1, 2, 3, etc. On a n individus et on a des vitesses souhaitées, un gros champ de vitesses souhaitées qui est la collection de toutes les vitesses souhaitées. Ça fait partie des données du modèle. C'est quelque chose qu'on va introduire, on va se donner des lois de comportement, je reviendrai là-dessus. Mais a priori, dans ce format livre, ça encode les tendances individuelles. Donc typiquement, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, quand on a le problème d'évacuation, en fait, le UI ne dépend pas de I d'une certaine manière, il dépend que de la position de l'individu I. On va avoir des flèches qui pointent vers la sortie, par exemple, avec un certain module qui peut être de l'ordre de 1 mètre par seconde si les gens marchent à une vitesse normale. C'est plutôt 1,4, 1,5. Voilà, c'est ce que j'ai évoqué ici. A priori, la situation qu'on va privilégier pour simplifier, c'est que les personnes, les individus sont interchangeables. Les gens, leur stratégie, leur tendance ne dépend que de l'endroit où elles sont. C'est quelque chose qu'on peut changer facilement dans le modèle. Les premiers modèles qui ont été introduits, donc c'est des modèles de type physique particulière. On identifie les gens à des particules physiques, comme des particules inertielles, et on va écrire la loi fondamentale de la dynamique de cette manière-là. Il y a plusieurs manières de l'écrire, mais j'ai privilégié celle-là qui me paraît la plus simple. Vous voyez que la masse n'intervient pas explicitement. En fait, la masse s'est retrouvée dans un temps caractéristique. Ici, là, j'ai la dérivée seconde du vecteur des positions. Ici, j'ai un 1 sur taux, donc taux, ça va être un temps caractéristique de relaxation. Et j'ai un terme ici de relaxation de la vitesse effective des gens, de la population, vers la vitesse souhaitée. Donc ce terme-là, s'il n'y a que ce terme-là, et si U est une vitesse constante, par exemple, quelle que soit la vitesse initiale qu'on prend, donc au départ, il faut se donner des positions vitesse initiale, on va avoir en gros tous les individus qui vont se retrouver, enfin, on va avoir la convergence exponentielle vers cette vitesse limite, mais en gros, au bout d'un temps taux, au bout d'un temps 2, 3 fois taux, on va avoir essentiellement la vitesse effective des gens qui est égale à U. Donc si je laisse filer mon système, j'ai la vitesse effective des gens qui tend à rejoindre la vitesse souhaitée. Et là, j'écris de façon assez pudique pour l'instant un terme d'interaction, un psi de Q, qui va traduire justement ces interactions. Dans les premiers modèles, Elbing a insisté sur la notion d'interaction sociale, de force sociale même, puisque de fait, ça prend dans ce cadre général de loi fondamentale de la dynamique, ça prend la forme d'une force en fait entre individus. Alors, je vais forcer d'introduire quelques petites notations, mais que je vais réutiliser demain d'ailleurs. Donc, si je prends deux individus en compte, donc je vais essayer de préciser comment on peut prendre ce terme d'interaction entre individus. Donc, une manière assez simple de le faire, si je m'en tiens au comportement de type répulsif, c'est-à-dire que les gens ne souhaitent pas être trop près de leurs voisins. En dehors de situations d'intimité particulières, mais a priori, si on est seul au milieu d'une foule d'inconnus, on va avoir tendance à ne pas trop s'approcher des autres. Donc on a cette forme-là qui correspond en gros à celle proposée dans les premiers modèles, qui est, alors si j'appelle ici EIJ, le vecteur unitaire qui relie le centre de la particule, de la personne I à la personne J, je vais avoir cette force, donc ici on a un vecteur de force qui s'exerce sur l'ensemble de la population, la composante I, c'est-à-dire la force entre guillemets qui s'exerce sur I, va être proportionnelle. Alors là j'ai rajouté un U qui est l'ordre de grandeur de la vitesse souhaitée. L'idée c'est que il s'agit de contrôler en dessous de quelle distance on va avoir une action significative de la force d'interaction. Une manière naturelle de le faire, et la plus simple, c'est de tout encoder dans ce petit phi de DIJ qui va être, phi de DIJ c'est un scalaire, donc il dépend de la position relative de I et J. D'accord ? DIJ c'est la distance entre les individus, c'est-à-dire la distance entre les centres moins 2 fois le rayon. Et
Donc si on cherche à modéliser la répulsion, on va prendre une fonction qui est strictement positive. Quand la distance est strictement positive, on va avoir un effet répulsif. Donc on peut vérifier ici que, par exemple, si je considère l'interaction entre J et I, son action sur I va être dirigée suivant l'opposé de EIJ, c'est-à-dire va pousser l'individu I pour l'éloigner de l'individu J. Alors quelques mots sur cette distance de confort. Là aussi, c'est des choses, encore une fois, qui ne sont pas centrales dans ce qui suit, mais qui sont assez amusantes, donc je voulais en dire un mot. Et c'est des choses qu'il faut vraiment faire rentrer dans les modèles si on veut avoir des choses réalistes. Donc la notion a été introduite par Elbing. Une manière simple d'encoder cet effet, c'est de prendre par exemple une fonction exponentielle. L'idée, c'est que l'effet est d'autant plus important que la distance est petite. D'accord ? Quand on est très près, on a un effet répulsif important. On a un effet quasiment nul quand les distances sont grandes. Donc on peut écrire ça par exemple de cette manière-là, avec une exponentielle où DC serait une distance critique au-delà de laquelle l'effet est essentiellement négligeable. On peut prendre une version tronquée de ça si on veut vraiment ne pas avoir d'effet quand les gens sont loin. Et ça peut dépendre de toutes sortes de choses, de façon assez amusante. En fait, les premiers travaux sur ces choses-là ont été faits par je m'appelle ça un zoologue, c'est un gardien de zoo en fait, un Suisse, Heini Ediger, qui voulait dimensionner ses cages en fait pour mettre ses tigres, ses lions, etc. Et qui a fait des études assez précises sur les distances de confort. Alors là, c'est plus des distances de sécurité entre une personne humaine et un animal, par exemple. Il a mis en évidence le fait, et ça c'est des choses qui sont bien connues maintenant, que certains fauves ont une notion de leur sphère privée qui est extrêmement précise. C'est-à-dire vous pouvez être, si vous êtes à l'extérieur, bon, si l'animal veut vous manger, a priori il le fera, mais en admettant qu'il n'est pas faim, si vous êtes à quelques mètres de lui, je ne connais pas les chiffres exacts, mais ça pourrait être par exemple 4,50 m pour un tigre. Si vous passez à 4,35 m, là, il va se considérer comme agressé et il va attaquer. Et ça se fait quasiment au centimètre. Les premiers travaux donc, ont été faits dans ce cadre-là. Et ça a été généralisé, si j'ose dire, aux humains dans un livre historique qu'on trouve d'ailleurs sur Internet. Je vous encourage à le lire. C'est un livre assez court, mais assez intéressant. Et qui a fait ces études-là de façon pas complètement scientifique, de façon assez pragmatique avec son entourage proche. Donc, ce n'est pas des études statistiques complètement valides au sens strict du terme, mais qui ont conduit quand même à des résultats très précis, au moins pour la population, qui lui a permis d'introduire un certain nombre de distances de confort selon le mode d'intimité, en gros, entre les personnes considérées. Donc là, j'ai mis quelques éléments extraits de son tableau. Donc, comment on utilise ces choses-là? Alors peut-être avant de... Oui, je reviendrai sur cette notion de distance de confort. Je vais parler de modèles d'ordre 1 en temps, parce que jusqu'à maintenant, j'ai évoqué ces problèmes inertiels. Donc je pense que c'est pour des raisons historiques, le fait que la personne qui a introduit les modèles était physicienne, a introduit ces modèles d'ordre 2 en temps, comme des particules inertielles. On peut aussi écrire des modèles d'ordre 1 en temps, qui je dois dire à titre personnel me paraissent plutôt plus raisonnables pour ce qui est des foules. L'idée qui est derrière tout ça, c'est si vous souhaitez à un instant donné, vous êtes immobile et vous souhaitez accéder à une certaine vitesse, prendre une certaine vitesse, vous le faites quasiment instantanément, sauf si vous voulez vous mettre à courir très vite, mais on peut se mettre à marcher immédiatement. De la même manière, quand on marche sur un sol non glissant, on peut s'arrêter instantanément, on peut changer de direction brusquement. Donc ça évoque pas, disons, ça écarte un tout petit peu de l'idée d'un modèle d'ordre 2 en temps qui créerait des trajectoires plus lisses automatiquement et des effets potentiels de rebond contre les obstacles du fait de ces forces d'interaction qui peuvent conduire à des effets qu'on peut considérer comme un peu artefactuels pour la modélisation de mouvements de foule. Quand vous êtes repoussé par un individu ou par deux individus, vous n'allez pas vous mettre à osciller entre deux individus qui vous repoussent. Or, si vous avez les modèles inertiels, ça peut conduire, si vous réglez mal vos paramètres, à des effets de ce type-là. Le modèle d'ordre 1 temps, formellement, consiste à faire tendre taux vers 0. C'est pour ça que j'avais écrit l'équation sous cette forme-là. Et donc ça revient à prendre où la masse tend vers 0 et on obtient en fait une identité, formellement au moins, ça peut se faire plus précisément, de ce type-là. Donc c'est juste la vitesse effective des gens, le petit u qui dq sur dt, va être égal à la vitesse souhaitée plus un terme correctif d'interaction. C'est exactement la même chose. Donc là je ne vais pas reprendre le terme d'interaction, ça peut être considéré comme le même, sauf que d'une certaine manière on n'a plus le droit d'appeler ça force sociale, puisque ça n'est plus véritablement une force, c'est plus une correction en vitesse. Et un mot sur une structure qui sera importante par la suite, c'est qu'on a une structure de flow gradient pour ces modèles au moins. Vous avez vu, il y a quelque chose qui est très critiquable d'ailleurs, mais
qui est frappant dans les modèles que j'ai introduits, c'est qu'on a une interaction symétrique entre les individus. La force de répulsion, c'était inhérent à l'approche initiale de type particules physiques. On avait ces interactions qui obéissaient justement à la loi de l'action et de la réaction. Donc on avait des forces symétriques entre les individus et on peut écrire, si je prends cette forme-là, en fait je peux... D'une part, je vais supposer que la vitesse souhaitée elle-même dérive d'un gradient, donc ça c'est très naturel aussi, je reviendrai sur cette notion. Si vous souhaitez évacuer une pièce, vous pouvez considérer que vous êtes comme un agent qui cherche à diminuer sa fonction d'insatisfaction. La fonction d'insatisfaction, c'est juste la distance à la sortie. Donc votre vitesse souhaitée, c'est juste l'opposé du gradient de la distance à la sortie. Donc pour moi, la distance à la sortie qui prend en compte les obstacles, c'est un vecteur qui va dans cette direction-là, d'accord? Donc je vais à l'opposé de cette direction-là, donc c'est un flow gradient. Sans interaction, on a un flow gradient tout simple. Et on peut traiter l'interaction aussi en rajoutant des potentiels d'interaction qui augmentent quand les gens sont proches. Donc ça veut dire, ça rajoute en quelque sorte de l'insatisfaction à la foule quand les gens se rapprochent. Et ça peut se traiter, là pour le coup, un peu comme un système mécanique, sous la forme d'un flow gradient. On va écrire l'évolution. Je n'ai pas changé les équations, hein, juste je les écris différemment. L'évolution va être régie par une équation de ce type, c'est que la dérivée de Q, donc la vitesse effective des gens, va être l'opposé d'une gradient d'une certaine fonctionnelle d'insatisfaction globale, où l'insatisfaction globale, c'est juste la somme des insatisfactions des individus, modèle complètement démocratique qu'on pourrait changer un petit peu en rajoutant des coefficients, ici si on veut affiner un peu le modèle, et plus ces termes d'interaction, donc on va sommer sur l'ensemble des individus, des couples d'individus, ces fonctions d'insatisfaction, avec ici des contributions qui vont être essentiellement nulles quand les personnes sont loin, qui vont devenir importantes de fait et qui vont conditionner l'évolution de la foule. Alors un mot peut-être, ouais, pour continuer. Bon, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, il va falloir que j'aille assez vite. Un mot sur cette distance de confort. Alors là aussi, on est, je dois dire, pas vraiment au cœur de ce dont je vais parler, de ce qui sera l'essentiel des 6 heures de cours par la suite, mais je voulais en dire un mot. C'est un travail très récent fait par des élèves de l'école polytechnique là, que j'ai lancé sur ce sujet, qui consistait à essayer de mesurer, c'est des choses qui ont été peu refaites depuis les travaux de 66, les distances entre individus selon éventuellement leur nationalité, par exemple, ou le degré d'affinité. Là, ils ont fait par exemple des calculs, ils ont mis une caméra au plafond. Je ne sais pas si vous connaissez l'école polytechnique, dans le grand hall, il y a un très très haut plafond de l'ordre de 15 mètres. Ils ont mis une caméra et ils ont mesuré, sans prévenir les gens, mais bon, on ne les reconnaît pas, des distances entre les gens, et ils ont mesuré ensuite la distance centre de tête à centre de tête. Et donc je vous montre l'exemple de choses cachées en dessous. Aïe, pardon. Attendez, j'ai des petits problèmes. Voilà, c'est là-dessous. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, ils ont des heures de films comme ça. Si vous regardez, par exemple, ces individus-là qui parlent, vous pouvez mesurer assez précisément. Alors, il y a des mouvements qui se font. Il y a une sorte de danse sociale qui s'établit. Des fois, il y en a un qui bouge et on peut regarder. C'est quasiment au centimètre près. Donc, le film est assez long. Hein. Je ne vais pas vous le montrer dans l'ensemble. Je ne sais pas si je peux le faire avancer plus vite. Donc, il se passe des petites choses. À un moment, ça bouge. Mais quasiment au centimètre près, vous avez la même distance qui reste. Donc c'est quelque chose, au moins ça a permis de vérifier ou de revérifier que pour 2 individus donnés, vous avez quelque chose de très très fort et de très très reproductif. Et donc là, c'est un histogramme, par exemple, sur différents couples de personnes, donc qui sont a priori, qui ont des relations de même nature, c'est dans le cadre d'un forum. L'histogramme des distances, où on aboutit, on retrouve certaines des données de Hall, qui était faite sur des Américains, où là on trouve une distance de 80 cm avec une bonne précision, disons, un histogramme assez resserré. Alors, bon, là je vais passer, oui. Si on essaye de jouer avec ce type de modèle, je voudrais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est des petits calculs tout simples, faits avec un code de 12 lignes en MATLAB. Là, c'est dans le cas où il n'y a pas d'interaction, on fait sortir les gens d'une pièce, simplement, avec un champ de vitesse qui est le gradient de cette distance à la sortie. Pardon. Si on rajoute de la congestion molle, la congestion soft avec ses forces d'interaction, on a quelque chose d'un peu plus réaliste. Donc on évite notamment les recouvrements entre individus. Mais si on force un peu le modèle, ça devient un petit peu n'importe quoi. Si je rajoute toutes choses égales par ailleurs plus de gens, là les gens se poussent les uns les autres, donc on commence à avoir des choses un petit peu absurdes. Si on regarde bien, il y a des gens qui commencent à s'interpénétrer, ce qui est quand même pas raisonnable. Et si je pousse un peu le modèle jusqu'à l'absurde, toutes choses égales. Là, il y a des gens. Bon, les murs, je l'avais fait avec des sortes de gens morts.
qui feraient la file, qui sont pas censés bouger. Donc là, non seulement les gens s'interpénètrent, mais ils traversent les murs. Alors ce que je dis, je suis pas en train de dire que ces modèles sont complètement idiots. C'est simplement que dans certaines situations, dans les cas où les gens vont se mettre à pousser les uns sur les autres, il va falloir tourner des tournevis dans le modèle, renforcer, raidir certaines constantes, certains termes d'interaction notamment, en fonction de la situation désirée. Donc ça nous a conduit à essayer de regarder l'approche un peu extrême où on va s'intéresser uniquement à ces contacts entre individus. Donc là, je vais complètement oublier, là on commence à rentrer dans le vif du sujet, si j'ose dire, on va complètement oublier les aspects sociaux. On pourrait faire les deux en même temps, avoir un modèle qui prenne en compte à la fois les aspects sociaux et les aspects d'interaction directe. Pour simplifier, parce qu'en fait les vraies difficultés mathématiques sont plutôt dans l'aspect contact, je vais considérer complètement oublier les aspects sociaux. Donc on a des gens qui font absolument pas attention aux autres, donc purement reptilien, on peut dire, une vision complètement gloutonne. On essaye de réaliser son projet sans faire attention aux autres. Maintenant, on va être évidemment soumis aux interactions avec les autres, mais des interactions de contact, des interactions subies. Donc les notations sont les mêmes. J'ai encore une collection de vitesses souhaitées. A priori, je vais considérer que la vitesse souhaitée est la même pour tous, c'est-à-dire ne dépend que de l'endroit où on est. Et donc si j'ai pas de congestion, j'ai juste une équation différentielle avec des gens qui ne se voient pas. Et une structure d'ailleurs flow gradient aussi, sans interaction, qui reprend la structure de tout à l'heure, en plus simple, sans les termes d'interaction. Et alors juste un mot pour illustrer un peu cette distance à la sortie. Je regardais le plan d'ailleurs de la salle, on aurait pu, parce que j'ai un collègue Sylvain Faure là, qui fait ça maintenant assez facilement avec ce plan-là. Normalement, maintenant, en quelques minutes, puis j'avais pris la photo, j'aurais pu lui envoyer, il aurait calculé les isovaleurs pour ce truc-là. Donc qu'est-ce que c'est ces courbes-là? C'est les courbes isovaleurs de la distance géodésique à la sortie. Donc c'est une fonction qui vaut 0 ici, dont le gradient est de module 1, de résolution de l'équation éconale pour ceux qui connaissent. Et c'est juste, ça prend en compte la distance, ça calcule par exemple ici, j'ai une certaine valeur que je ne connais pas là, mais qui est représentée par la couleur, ça représente la distance d'une personne qui serait là à la sortie en prenant en compte les obstacles. Donc si je prends l'opposé du gradient de cet objet, donc j'ai un champ de vecteurs, donc tous les modules sont les mêmes, ce qui est assez raisonnable, a priori le module qu'on a ne dépend pas de l'endroit où on est, et qui va pointer vers la sortie, pointer au sens géodésique, c'est-à-dire en prenant en compte les obstacles. On voit d'ailleurs, on a un champ qui est évidemment irrégulier en amont des obstacles, puisque sur cette ligne-là, en fait, il y a deux possibilités. Ok, alors si on veut prendre en compte maintenant la congestion, on a un problème, c'est que toutes les vitesses ne sont pas admissibles. D'une part, on n'est pas censé rentrer dans les murs, donc si je touche un mur, j'ai cette vitesse par exemple qui est interdite, et évidemment entre les gens, je vais avoir des couples de vitesses qui vont être interdits. Ici par exemple, là ça pose pas de problème, bon ça a vu, si je vous demande quelles sont celles qui sont permises, bon ça se voit, celles-là ils vont à la même vitesse, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, si celle-là bouge pas, ça va violer, donc on a des vitesses qui sont interdites. Et on a des situations, quelque chose qui est un peu plus compliqué à représenter quand on a un cluster comme ça, qui peut arriver dans le cas d'une foule très compacte. Représenter des champs typiques admissibles, c'est pas très dur, mais décrire très précisément géométriquement l'ensemble des champs de vitesse admissibles, c'est quelque chose de pas complètement évident, qu'on va essayer de faire au moins sans chercher à visualiser à quoi ça ressemble, parce qu'on est dans un espace de grande dimension. Alors comment on va le faire? On regarde juste la distance entre deux personnes, la distance entre les centres moins 2 fois le rayon, on a pris des gens de même rayon, ça peut se changer. Et on a une trajectoire qu'on souhaite admissible. Si je regarde dij appliqué à la trajectoire, il doit rester positif ou nul. La distance, encore une fois, telle que je l'ai définie, elle devient négative quand on a chevauchement. Donc c'est ce qu'on veut interdire. Donc si je dérive par rapport au temps, en supposant que c'est dérivable, je vais faire apparaître le gradient de dij, scalaire la vitesse effective. Donc je vais appeler gij le gradient de la fonction distance entre deux individus. Le gradient vu comme un vecteur dans l'ensemble des degrés de liberté qui dépend évidemment que des positions des individus i et j, mais que j'écris comme un gros vecteur, ce qui me permet d'écrire ça. Et je veux que quand j'ai contact entre deux individus, quand dij est égal à 0, je veux que ça augmente au sens large, et donc je veux que ça soit supérieur ou égal à 0. Donc ça me conduit à un cône, je dis un cône parce que c'est une structure de cône manifestement évidente. Si on a un vecteur dans ce truc-là, on peut le multiplier par un scalaire positif, ça va rester dedans.
Il est évidemment fermé, on peut vérifier qu'il est évidemment convexe aussi. Donc c'est simplement les vecteurs V. Donc ces vecteurs V, c'est des vecteurs vitesse généralisés. Si ici vous êtes une trentaine par exemple, on vit dans R60. Et c'est des vecteurs qui ont un produit scalaire qui est supérieur ou égal à 0. Contre tout, si je prends deux individus au hasard, distincts, vous avez un EIJ entre les deux. Et ce vecteur GIJ, le gradient de la distance, c'est des choses que je redétaillerai demain, peut se calculer. Donc j'ai juste un ensemble de contraintes associées à l'ensemble des individus. Et le modèle, tel que je le présentais au début sous forme macroscopique, ici on l'a sous forme microscopique, on va simplement écrire que la vitesse effective, c'est la projection de la vitesse souhaitée, au sens vitesse globale souhaitée, sur ce cône des vitesses admissibles. Donc c'est quelque chose qui n'est pas si simple, a priori, je vais en dire quelques mots, parce que cet objet-là, le cône des vitesses admissibles, vous voyez, c'est une intersection de demi-espaces, mais il y en a pas mal, a priori. Si vous avez n personnes, d'accord? Alors si elles sont indépendantes, évidemment, c'est très simple, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais si vous avez un cluster de n personnes, mettons n personnes de même taille, vous avez en 2D, vous avez une organisation cristalline qui peut s'établir. Vous avez une personne qui est en contact en moyenne avec 6 individus. Et donc si je ne veux pas compter 2 fois les contacts, j'ai 3 fois plus de contacts que... oui, c'est ça, 3 fois plus de contacts que d'individus. Et à chaque fois, je vais avoir une contrainte qui est active, qui va conditionner, qui va me rajouter une frontière, une contrainte non triviale à mon cône de vitesse souhaitée. Donc ça va être un cône dans un espace de dimension 2n, donc ici on serait dans R60, mais qui va avoir un nombre de faces qui va être de l'ordre de 3n. Donc c'est un objet géométrique pas complètement simple, surtout si on s'intéresse à des milliers d'individus. Bon là ça reprenait les notations que j'ai évoquées, c'est pour préciser le gradient de la distance. Si j'ai deux individus, ici je les ai pris avec des rayons différents, le gradient c'est un vecteur qui va évidemment agir, qui va faire intervenir ce vecteur unitaire entre I et J. Et ce que ça exprime ici, c'est simplement que si l'individu J bouge dans la direction EIJ d'une quantité epsilon, alors la distance entre I et J augmente de epsilon simplement. Et j'ai l'opposé ici, puisque si je vais dans la direction EIJ pour la personne I, et ben cette distance diminue de façon évidente. Donc on peut expliciter tout ça. Alors là, je vais peut-être passer un peu vite, comme je vois que c'est des choses de toute façon sur lesquelles je reviendrai en détail demain, donc je voudrais avancer un petit peu, ça aussi je le ferai peut-être en détail demain. Je vais juste dire un mot sur la formulation flow gradient qu'on peut faire de ces problèmes. A priori, on a quelque chose, on parle parfois d'analyse non lisse, ce qu'on fait ici et d'ailleurs fait appel à pas mal d'outils de ce qu'on appelle l'analyse non lisse ou l'analyse convexe. On va prendre en compte des contraintes qui sont hard, c'est-à-dire qui sont vraiment qui sont des contraintes, c'est-à-dire à epsilon près, on peut pas du tout violer cette contrainte et tout d'un coup la violer. C'est des contraintes qui vont être générées très brusquement. Il y a une manière de prendre en compte ça, c'est en rajoutant à la fonction dont on cherche à prendre le flow gradient. Donc je vous avais dit, quand on n'a pas d'interaction entre individus, l'évolution elle peut être drivée par le flow gradient associé à cette fonctionnelle d'insatisfaction globale. Donc je vais juste sommer les insatisfactions, les distances à la sortie. Une manière qui est au moins formellement simple de prendre en compte l'interdiction des chevauchements, c'est de rajouter ce qu'on appelle une fonction indicatrice, c'est ce truc-là, IK de Q, qui est une fonction qui va prendre la valeur plus l'infini quand la contrainte est violée, et simplement 0 quand la contrainte n'est pas violée. Donc cette fonction-là aussi, c'est des choses sur lesquelles je reviendrai. Donc c'est assez brutal, mais on va dire que l'insatisfaction est plus l'infini quand on a un chevauchement entre individus, et l'insatisfaction d'interaction est nulle quand on a simplement contact ou distance strictement positive. Donc ça revient à prendre en compte, si on a un flow gradient associé à ça, alors la première difficulté c'est de redéfinir cette notion de gradient, et ça c'est des choses que je ferai, c'est des choses qui étaient très en vogue en fait, ces notations-là dans les années 70, notamment il y a un livre de Brésis, qui doit être de 78 ou je sais plus, ou 72, sur les opérateurs maximo-monotones, qui a un tout petit peu passé de mode à une époque. Il y a une grosse communauté, une grosse activité autour de cette question, et ça revient en force en fait, du fait de son importance dans certains modèles, et aussi surtout du fait de l'importance de ces notions en transport optimal justement. Donc c'est des notations qu'on reverra. Donc ce sous-différentiel ici, ce delta, ça n'a rien à voir avec le delta des dérivées partielles dans les équations de dérivées partielles. Ce qu'on appelle un sous-différentiel qui généralise la fonction de gradient pour des fonctions aussi peu lisses que ça. Cette fonction qui peut passer brusquement de 0 à plus l'infini. Et donc on peut retrouver cette formulation flow gradient. Ça c'est des choses que je détaillerai.
Comment on montre l'existence de solutions à ces choses-là? En fait, c'est des choses qui ne sont pas si simples. C'est l'objet de la thèse de Juliette Venel que j'évoquais tout au début. Je vais simplement donner la méthode générale. En fait, ça reprend une idée très ancienne déjà de Jean-Jacques Moreau, qui était d'ailleurs un collaborateur de Brésis à l'époque et qui a travaillé beaucoup sur des problèmes d'écoulement granulaire après, mais qui a fait beaucoup d'analyses convexes à l'époque, qui a proposé un algorithme pour ce type de problème. Alors, il s'intéressait à d'autres types de problèmes que j'évoquerai aussi demain, les problèmes de ce qu'il a appelé le processus de Raffles, qui est un petit peu différent, mais finalement du même type. On va utiliser en fait un algorithme. Cet algorithme, c'est un algorithme en fait qui n'est pas par essence numérique au début. Il a été utilisé comme à des fins théoriques, comme on retrouve d'ailleurs cette notion en transport optimal, où l'idée de discrétiser en temps les problèmes d'évolution est très utilisée, même indépendamment de tout calcul sur ordinateur, très utilisée pour construire des solutions, pour montrer des résultats d'existence. Et donc, c'est un algorithme en deux parties qu'on peut voir comme une classe faisant partie de la classe très générale des algorithmes de prédiction-correction, où on a un algorithme d'évolution sous contrainte. Donc, on fait une première étape où on oublie la contrainte. Donc, j'ai un champ de vitesse souhaité, j'ai une configuration courante à l'étape n. J'applique tau, c'est mon pas de temps, j'applique le déplacement associé à la vitesse souhaitée en oubliant la contrainte. Mais si j'ai un champ U intéressant, c'est-à-dire un champ qui a tendance à concentrer les gens au voisinage de la sortie, ça va conduire à des overlapping, à des recouvrements entre les gens. Et donc, je dois projeter, donc c'est une manière très naturelle, je vais projeter sur K le Q tilde n plus 1 qui avait été deviné, qui ne vérifiait pas la contrainte. Et ça, K, c'est l'ensemble des configurations qui vérifient la contrainte. Donc l'ensemble des configurations telles que la distance entre deux individus pris au hasard, pour tous les couples d'individus, est supérieure ou égale à 0. Okay. Alors, est-ce que cette projection, elle est bien définie? Là, on est dans R2n uni de la distance euclidienne, donc c'est une projection de type petit L2, il n'y a pas de problème. Par contre, est-ce que K est convexe? Alors, c'est là que ça se gâte un peu, parce que l'ensemble des configurations admissibles, c'est-à-dire l'ensemble des collections de disques de même taille, par exemple, qui ne se chevauchent pas, c'est pas convexe, on peut s'en convaincre. On peut s'en convaincre très facilement en prenant ces deux configurations. Je vais avec deux individus. Si je prends le segment, donc là je suis dans R4, j'ai 2 degrés de liberté par individu. Si je prends le barycentre, le milieu du segment qui relie ces deux configurations, j'ai le 1 qui est là, et puis le 2 qui va être, le dessin n'est pas terrible, mais le 2 qui va violer la contrainte. Donc l'ensemble n'est pas convexe, donc ça nécessite un petit peu de travail, mais finalement ça se passe assez bien du fait que cet ensemble n'est pas convexe, mais il n'est pas loin d'être convexe. On peut vérifier qu'en gros, c'est un objet qui n'est pas lisse. Dès qu'on a plus que deux individus, on a des contraintes non lisses, on a vraiment une intersection, c'est les différentes facettes de cet objet K, l'ensemble des configurations admissibles. Mais en gros, aux endroits où il est concave, il est lisse. Donc on a un objet qui ressemble moralement à ça. Si j'essaie de représenter l'ensemble des configurations admissibles qui vit dans R puissance 2n, donc c'est pas très facile de faire un dessin, mais en gros, ça ressemblerait à ça. Donc ce que ça représente ici, c'est l'interdiction de chevauchement entre deux individus donnés. Donc là, on a une contrainte qui est lisse. Si elle est toute seule, elle est lisse, cette contrainte. Et je dois être à l'extérieur. Alors c'est l'extérieur d'un convexe, qui est évidemment pas convexe. Par contre, il est lisse. D'accord? Donc c'est un complémentaire. Et là, j'ai une autre contrainte. Donc l'objet, la zone qui me reste en blanc ici, elle est certes pas convexe de façon évidente, mais ni lisse. Mais là où elle n'est pas lisse, en gros, elle est convexe, c'est-à-dire les coins sont sortants. Donc la conséquence que ça a, là je fais sur un dessin une démonstration qui doit prendre une cinquantaine de pages dans la thèse de Juliette Venel, c'est en fait assez délicat, assez bizarrement, ça n'a pas l'air très compliqué, mais à montrer concrètement, c'est pas si simple. Si je me place sur un epsilon voisinage, un petit voisinage de l'ensemble des configurations admissibles, si je ne vais pas trop loin, alors du fait de la structure particulière de mon ensemble, j'ai une projection qui est bien définie. Alors qui n'est pas injective. Quand j'ai un coin, je peux avoir plusieurs points qui se projettent sur le même point. Et ici, en revanche, je vais avoir une projection. Je peux montrer qu'elle est lipschitzienne. Alors, elle ne va plus être contractante. La projection sur un convexe est contractante. Celle-là ne l'est pas, parce qu'on a des parties concaves, mais elle est quand même bien définie. Elle est lipschitzienne si je ne vais pas trop loin. Et ce n'est pas très dur de ne pas aller loin, puisque si U est contrôlé, il suffit de prendre un pas de temps suffisamment petit. Qn était admissible. Le Q tilde n plus 1 va être pas trop loin. Donc cette projection, elle est bien définie, au moins théoriquement, même si elle n'est pas facile à calculer explicitement. Donc voilà pour le... Là, je vais passer. Et voilà. Alors, je vais peut-être vous montrer quand même pour justifier. Peut-être je reviendrai à la fin du deuxième cours à montrer quelques animations pour montrer qu'il y a quand même un lien entre ce dont je vais parler et une certaine réalité. Je vous montre déjà quelques éléments. Alors, ah non, ça c'est... Pardon.
Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est très joli, mais c'est des écoulements granulaires. Peut-être plutôt vous montrer le truc qui avait été fait déjà à l'époque par Juliette Venel il y a déjà longtemps. Donc c'est un calcul d'évacuation. Donc est-ce que c'est spectaculaire? Disons, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas du tout de... Comment dire? Il n'y a pas du tout d'ingrédient subtil pour modéliser le comportement des gens. C'est le modèle que j'ai évoqué vraiment de flow gradient, où les gens glissent, la population glisse d'une certaine manière selon la ligne de plus grande pente. Les couleurs qui sont indiquées, c'est des choses sur lesquelles je reviendrai demain, qui sont liées à la formulation duale du problème. On introduit des multiplicateurs de Lagrange qui sont les forces entre individus. Donc les individus en rouge sont des individus qui sont très écrasés. Donc voilà le type de choses le type de calcul qu'on peut faire. On a été plutôt surpris par le caractère relativement réaliste malgré le caractère très basique du modèle, comme vous l'avez vu. Il n'y a pas beaucoup d'hypothèses fines, en particulier en termes de comportement. Il n'y a pas de tournevis aussi dans ce cas-là. Il n'y a rien à régler en quelque sorte, à part le pas de temps, mais on n'a pas une grosse sensibilité au pas de temps des calculs. Donc voilà, pour le contexte général des modèles microscopiques qui sont à l'heure actuelle, je pense, les plus utilisés. Et ce que je voudrais maintenant, c'est parler dans les minutes. Alors juste pour fixer les idées, j'ai commencé en retard. En gros, il faut que je vise d'arrêter à quelle heure? Vers 6 heures ou un peu avant. Ok. Donc, il est tentant de se demander si on peut écrire ces principes, cette prise en compte de la congestion au niveau macroscopique, c'est-à-dire où on décrit, parce que ces modèles, ils peuvent être appliqués pour un grand nombre d'individus. Là, il y a des calculs que je pourrais vous montrer peut-être jeudi. On peut monter jusqu'à 100 000, 200 000, 300 000 personnes éventuellement. C'est des calculs, pour des raisons que je préciserai demain, qui sont en fait assez compliqués, assez vite. Il y a une structure, il y a une sorte de Laplacien sous-jacent qui vit sur le graphe des contacts, en quelque sorte. Donc c'est un petit peu, comme pour ceux qui sont familiers avec le calcul numérique et les méthodes de discrétisation des EDP, c'est un petit peu comme à chaque étape, résoudre un problème de type Laplacien avec une méthode de type élément fini par exemple, mais sur un maillage d'une très très mauvaise qualité, qu'on ne contrôle pas du tout. Parce que la qualité du maillage, en gros, va être conditionnée, enfin de ce pseudo-maillage conditionné à la structure des contacts entre les personnes, quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et on a en particulier des très très mauvais conditionnements qui excluent l'utilisation de méthodes rapides. Et donc il est tentant, si on veut décrire de grandes quantités d'individus, voire des cellules par exemple. Dans ces modèles, vous avez vu en plus le comportement que je présentais est plutôt de nature animale, on a un comportement extrêmement basique, donc on pourra avoir envie de l'appliquer à des entités extrêmement primaires en termes de comportement. Et là, pour modéliser des situations réalistes, ça serait intéressant d'aller jusqu'à des millions, voire des centaines de millions d'individus. Là, les modèles microscopiques n'ont plus beaucoup de sens et de toute façon, ils ne sont pas calculables sur ordinateur. Donc, on peut avoir envie d'écrire les choses de façon macroscopique. Donc, c'est ce que je voudrais faire maintenant. Alors, ça s'écrit très simplement. C'est un modèle qu'on avait écrit il y a déjà 6 ou 7 ans, qui est resté en plan pendant 2-3 ans. Je vais essayer de vous montrer pourquoi il n'est pas si évident à gérer. C'est ce que j'évoquais tout au début. En tout cas, il s'écrit très bien. On va décrire les gens par une densité de population, ρ de t et de x, c'est le nombre de personnes au mètre carré, comme on fait pour les équations de transport-diffusion, donc c'est une masse de personnes en quelque sorte, assujettie à rester en dessous d'une valeur de saturation que je vais fixer à 1, comme je disais tout à l'heure. Et j'ai toujours mon ingrédient champ de vitesse souhaité que j'ai représenté ici. Dans ce cas très simple, on a une salle rectangulaire avec des gens qui veulent aller vers la sortie a priori. Une personne seule irait directement vers la sortie. Et je cherche à écrire le même modèle en quelque sorte. Alors quelle forme il prend ce modèle? Je voudrais que le champ effectif qui bouge les gens soit le plus proche possible du champ de vitesse souhaité, c'est-à-dire que la population dans son ensemble essaie de faire au maximum ce que chacun, la somme de ce que les individus souhaitent faire en quelque sorte. Et par contre, la contrainte ne doit pas être violée. On ne peut pas négocier là-dessus. Il n'y a pas de négociation possible. Cette contrainte, c'est une contrainte physique. Ça ne peut pas dépasser 1.